Ce que nous voyons sur le monde physique est décuplé dans le monde virtuel. Aujourd'hui, on frappe d'abord et on discute ensuite parce qu'on ne fait pas confiance. Est-ce que on se retrouve dans une France où des gens comme Fadela et comme sa fille ont peur? Oui, bien sûr. On a des gens comme Fadela et sa fille, des Français qui sont juifs et qui ont peur de l'antisémitisme développé, en même temps qu'on parle de l'expédition punitive de Romans-sur-Isère. Il y a un certain nombre de militants néo-nazis qui ont tagué et se sont fait interpeller par la police. Il y a quelques semaines, d'autres sont intervenus ou ont défilé ici et là. Donc, il y a un retour de cette capacité à prendre le contrôle de la rue, ce qui est une vieille histoire française. Et à chaque fois, on pense qu'elle a disparu. Et chaque fois que l'État s'amollit, chaque fois qu'il oublie son rôle de défenseur et de protection des citoyens, il se produit mécaniquement une tentative de reprendre le contrôle de l'ordre par une organisation, une milice ou des organisations parallèles. Et donc, quand c'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. Or, en France, il faut le savoir, c'est l'État qui construit la nation. Il a une responsabilité spécifique et particulière. Dans tous les autres pays d'Europe, des nations ont construit leurs États. Ils sont plutôt fédéralisés, plutôt de proximité, et la demande se fait directement au niveau local. C'est le territoire qui fait la loi, pas en France. En France, l'État, il a une mission tout à fait particulière, historique et spécifique. Il tient la nation. C'est l'élément central, la colonne vertébrale qui fait le fameux vivre ensemble. Le vivre ensemble ne peut pas se faire sans l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de faire face? Vous parliez à l'instant de ces fichiers S néo-nazis qui ont tagué des croix gammées en pleine rue de Paris. Ce sont d'autres fichiers S côté radicalisation islamiste. On a l'impression que de tous côtés, il y a de manière sous-jacente des colères, des envies de violence, de vengeance qui soudain sont comme décomplexées. Oui, le Covid a beaucoup fait pour décomplexer une partie de la population à cause de l'effondrement de la politique sanitaire et les incohérences de la communication publique sur le question. Et puis surtout, il y a une ragosphère. Ce que nous voyons sur le monde physique est décuplé dans le monde virtuel. Et il n'y a plus d'espace de visibilité et de cohérence de ce que pourrait être un endroit où on puisse se parler, s'expliquer. Aujourd'hui, on frappe d'abord et on discute ensuite parce qu'on ne fait pas confiance à l'État, à tort d'ailleurs, puisque le système judiciaire, contrairement à ce que tout le monde raconte, est extrêmement punitif. On n'a jamais mis autant de gens en prison pour des actes aussi graves, pour des peines aussi longues et pour des violences. Mais il est extrêmement lent. Et ceux qui sont soupçonnés d'avoir effectivement été à l'origine de Crépol et de la mort de Thomas ont été arrêtés. Ont été arrêtés par une excellente et rapide enquête de la gendarmerie. Il y a un doute aujourd'hui sur qui a fait quoi, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans l'enquête, y compris sur les conditions dans lesquelles les choses ont dégénéré. Et je précise d'ailleurs que la justice ne retient pas le mobile du racisme comme étant l'un des déclencheurs des événements de Crépol. Très honnêtement, le procureur dit un certain nombre de témoins ont entendu planter du blanc, d'autres n'ont pas entendu. On ne sait pas si ce sont les témoins qui étaient directement face dans l'affrontement ou ceux qui sont sortis au fur et à mesure. Il y a toute une série d'éléments. L'enquête, c'est compliqué, c'est minutieux, c'est effectivement long et lent, mais c'est elle qui dira la vérité, enfin on espère qu'elle dira la vérité, ou elle approchera de la vérité de ces choses. Et c'est ça qui est essentiel dans ces affaires-là, c'est ne jamais se précipiter pour donner des vérités définitives, surtout quand on ne sait rien. La tautologie criminelle est un sujet extrêmement dangereux, surtout quand on ne sait rien du tout. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sera aujourd'hui à Crépol puis à Romans-sur-Isère. Hier, la maire de Romans-sur-Isère disait l'extrême violence dans laquelle on était arrivé et appelait à un sursaut. Je voudrais qu'on l'écoute. Aujourd'hui, on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses. Donc à l'ensauvagement, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Si on applique des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du ministre de l'Intérieur, sauvage, il faut d'autres méthodes.
Comment vous réagissez au propos de la maire de Romans-sur-Isère ? D'abord, elle est au front, elle est en première ligne et donc moi je respecte les gens qui prennent directement les choses comme tous les maires qui se font agresser, attaquer ou qui au jour le jour essayent de lutter contre le trafic de stupes. À Romans-sur-Isère, c'est pas une ville inconnue des services de police. En termes d'émeutes, en termes de trafic, en termes d'affrontements, il y a toute une histoire locale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la cartographie de la violence, c'est aussi la cartographie du développement du trafic de stupéfiants, de sa décentralisation, de sa délocalisation et de la très grande difficulté des services de police à traiter de cette question dans un débat infini sur est-ce qu'on lutte contre les stupéfiants, est-ce qu'on y lutte pénalement, est-ce qu'on lutte médicalement. Nous avons un des textes les plus inadaptés et inutile en matière de lutte contre les stupéfiants. La loi de 70, elle a 53 ans, elle mérite enfin d'être revue. Le Parlement a fait œuvre utile en ayant une mission d'étude sur la question qui donne un certain nombre de pistes. Je suis un répressif, donc je ne vais pas dire que je suis pour la dépénalisation, mais je suis pour la médicalisation et pour les injonctions thérapeutiques réelles, l'obligation de soins pour les gens qui se droguent et qui sont d'abord des malades et une obligation très lourde de punition pour les dealers et les trafiquants. Aujourd'hui, on ramasse la drogue à la petite cuillère trouée dans une mer déchaînée. Ça ne sert à rien. Les services de police sont vraiment en voie lamentable en termes de situation psychologique, matérielle, morale et sociale, malgré les efforts réels qui sont faits par le ministère de l'Intérieur. Mais il y a un moment une cohérence dans la politique pénale de lutte contre les stupéfiants. Ça a aussi un effet sur la violence de rue et les violences urbaines. Deuxièmement, il y a une problématique très simple qui est qu'aujourd'hui, quand on a un emmerdeur dans une classe, on le met dehors. Pourquoi pas ? Le met où ? Et on le met où ? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cela. Je crois que le ministre de l'Éducation est en train de réfléchir à savoir ce qu'il fait des gens violents et des gens radicalisés, de ceux qui n'ont pas accepté la minute de silence ou des incidents qui ont été Un certain nombre ont été exclus de leur bonne collège réponse, ou mais de leur exclus lycée. pour aller mais où pour aller sera où ? la deuxième partie de la réponse. Et il faut qu'il y ait une deuxième partie de cette réponse. L'État, il doit faire ce qu'il doit faire. Protéger les citoyens par la prévention, la dissuasion et la sanction. Et en fait, il oublie toujours un petit morceau parce qu'il se sent obligé à la fois par un petit remords colonial, si vous me permettez de terminer là-dessus, par un petit remords colonial, comme si ce que nous avons fait à leurs parents ou leurs grands-parents autorisait une sorte de délinquance de compensation. Donc il faut en sortir, mais vraiment une bonne fois pour toutes. Il faut sortir de quoi ? De ce remords colonial. Bon, ben voilà, oui, on s'est mal comporté, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont nés en France et français depuis le regroupement familial qui a été fait n'importe comment en 1976, où on a pris des immigrés à durée déterminée, qui étaient les gens qu'on a fait venir pour travailler et préserver l'industrie française qui est entrée en déliquescence après la crise. On a fait venir des familles, on n'a pas réglé le problème du statut familial, on n'a pas réglé le problème de la polygamie, on n'a pas réglé le problème du logement, et surtout, on n'a pas voulu les intégrer. C'est pas qu'ils ne s'intègrent pas. Nous n'avons pas voulu qu'ils s'intègrent. Et le moment est venu de traiter une bonne fois pour toutes cette question qui est de faire société ensemble avec des gens issus de diversité. La France est un pays d'immigration depuis toujours, mais jusqu'à présent, elle faisait le choix d'intégrer ceux qui étaient là, pas de les assimiler, mais pas non plus de les communautariser. Mais et ça répond à la question de Gérard Collomb. Vous avez entendu tout à l'heure Fadela. Fadela, elle dit aussi à un moment, mais moi je ne comprends pas ce que vous voulez dire par intégration. Elle dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devrait justifier plus encore. Elle dit, moi je suis née ici, je travaille, je paye mes impôts, ma fille est une excellente élève. Elle disait que ses parents à elle, qui étaient illettrés, avaient été très exigeants avec elle sur son niveau scolaire et qu'elle l'était à son tour de ses enfants. Et elle disait, oui, mais moi, je connais aussi des gens qui sont d'origine française, comme elle dit, et qui ne payent pas pour autant leurs impôts et qui ne bossent pas pour autant, et on leur demande moins d'efforts à eux. Oui, c'est vrai. Et donc, ce qui s'impose à ceux qui font le choix de s'intégrer dans la nation française devrait s'imposer à ceux qui naissent français de souche, ce qui est un mauvais mot, ou de racine, se les impose aussi. Ce n'est pas à géométrie variable, l'intégration dans la nation. C'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas la nationalité de naissance qui fait la différence. C'est la volonté d'être un citoyen dans tous les sens du terme. Et de ce point de vue, il n'y a pas de géométrie variable. Il n'y a pas un Naël d'un côté, un Enzo de l'autre, un Thomas ici, ou un jardinier qui a failli se faire égorger là. C'est pareil. La violence doit être réprimée, elle doit être fortement réprimée, et l'État doit retrouver sa place de protecteur des citoyens et pas seulement de protecteur des institutions. Est-ce qu'il le pourra, Alain Boer, quand vous disiez oui, on est dans ce moment d'affrontement ? S'il le veut et s'il est cohérent, oui. Laurent Nunez, à juste titre, vous parlez des résultats de ce qu'il fait à Paris.
Il se trouve que Paris n'est pas la France et que la réurbanisation, l'étalement des violences au rythme des trafics de stupéfiants et d'une certaine désorganisation des institutions, de rejet de leur rôle et d'acceptation de ce rejet est un vrai problème. Merci Alain Bauer.